Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau retour. Après pas mal de temps, suite parce que j'avais pris beaucoup de temps pour lire et que tout simplement, avec certaines choses, c'était plus complexe. Et sachant que, voilà, je vais vous parler de La Belgaria de David Henning, donc aussi un peu le pourquoi ça a duré un peu de temps. C'est-à-dire que j'ai fait pas énormément de temps pour lire. Et j'ai lu ces deux pavés, hein. Donc le tome 1 qui est ici, le tome 2 qui est ici, c'est des intégrales. Et que je vais tout simplement faire le retour là-dessus et dire ce que j'en ai pensé. Alors, donc c'est David Edding, donc La Belgariane, qui est son plus grand livre. Enfin, c'est un groupement de livres, hein. Il y en a trois dans le premier, donc c'est 5 livres regroupés en deux intégrales comme ça pour que ça soit plus simple à lire. Et donc ça a été créé en 2020. Ça peut être considéré comme un récit initiatique. Alors, je pense que ça dépend de la manière de récit initiatique qu'on peut dire. Mais en fait, on suit durant tous ces livres, un jeune garçon qui s'appelle Garion, qui au début du livre est un jeune paysan euh, un jeune orphelin qui vit avec sa tante dans un village où tout se passe bien, où tout semble bien se passer, où il vit avec sa tante qui s'appelle Paul. Et il a aussi un autre il y a un autre personnage très important qui est Sir Lou au début. Alors je sais plus si c'est Sir Lou, ouais, je crois que c'est Sir Lou. Bref, qui joue le rôle de son grand-père, enfin qui est son grand-père. Et donc, tout le début du roman, donc de ce roman, va être la découverte de ce jeune garçon jusqu'à un moment fatidique. Quand je dis découverte du jeune garçon, c'est-à-dire découverte de qui il est, de ses relations euh, et de tout simplement sa vie de jeune garçon. Je ne sais plus, mais il doit avoir une quinzaine d'années au début du roman, à peu près. Donc tout ce qui est classique, on va dire, jusqu'à un moment où euh, il y a un élément déclencheur très important, que je ne vais pas révéler bien entendu, mais qui va faire que il doit absolument quitter sa terre natale où il n'a pas le droit enfin, sans possibilité de retour. En fait, où il est sûr de quitter cette terre pour de bon. Alors bien sûr, au début, comme il est encore jeune et qu'il n'a pas connu, on va dire, autre chose que ce village d'où il vit, ça va être assez compliqué. Mais il va y avoir, ils vont créer un groupe de chevaliers, hommes d'armes à côté, hein, qui est pas très grand, tout autour d'eux. Et c'est à ce moment-là que tout le livre, toute l'histoire va s'enclencher, où en fait il faut où en fait les deux personnes les plus importantes, qui sont Belgaras et Polgara, qui au début on ne sait pas trop qui ils sont, mais on va petit à petit voir que lorsqu'ils vont rencontrer des personnes importantes, ces personnes importantes, comme des rois ou des princes, c'est surtout des rois d'ailleurs, vont les considérer soit comme des inconnus, de parfaits inconnus, soit vraiment comme des êtres très puissants, même plus puissants par leur pouvoir que des rois euh, du monde, tout simplement. Donc, euh, donc on essaye de voir petit à petit, on découvre petit à petit pourquoi Belgaras et Polgara sont aussi puissants que ça. D'un autre côté, donc alors que tout ça s'avance, il y a une chose avec des dieux
où il y a un des dieux qui a volé une sorte d'orbe de puissance, pour faire très simple, euh, à, euh, à un dieu pour s'en servir pour faire le mal. En gros, cet orbe peut faire le bien ou le mal, mais il a été volé pour que le mal soit fait sur la terre, sur les royaumes du Ponant. Euh, alors, pour faire simple, le Ponant, c'est le nom du continent. Il y a le continent du Ponant et des royaumes à l'intérieur, pour faire simple. Et donc, cet arme donc, peut faire le bien ou le mal selon euh, quelle personne a cette arme, tout simplement. Et utilise comment elle l'utilise, tout simplement. Et donc, ces deux, euh, ces deux prophéties, alors ces deux histoires vont avoir un lien entre elles. Donc, ensuite, on va suivre toute cette évolution de ce Garion, et de l'autre côté, toute cette évolution de ce dieu des ténèbres qui s'appelle Thorak, mais avec ses fidèles, etc. Et donc on va suivre ces deux routes euh, parallèles, et on va s'apercevoir que cette orme, qui est très importante, va être importante pour les deux prophéties. En fait, il existe deux prophéties dans les livres, dans ce livre, donc dans la Belgariade. Donc, une prophétie euh, une pour donc Garion, Belgaras et Polgara, donc qui sont les humains et les sorciers gentils du Ponant, et tout simplement Thorak, qui est ce dieu maléfique, et qui a une autre prophétie que je ne vais pas révéler tout de suite parce qu'elles sont vraiment très importantes dans les livres. Donc si jamais vous les regardez, les lire, je ne vais pas le lire. Mais voilà, et c'est ce que je trouve très bien, donc, et ce qui est très avancé dans les deux livres, hein, aussi dans celui-là, c'est que les prophéties, on n'est jamais sûr du vainqueur de la prophétie jusqu'au dernier moment. Donc est-ce que c'est Garion, Polgara et Belgaras? Est-ce que c'est le côté plus gentil, humain, royaume du Ponant? Ou est-ce que c'est plus de l'autre côté avec Aldur et ses fidèles, un peu une sorte de secte, hein, on peut dire. Et donc ce qui est très bien avec ça, c'est que on ne sait jamais, euh, c'est tellement bien écrit qu'on ne sait jamais euh, qui va gagner jusqu'à la fin. C'est pas les personne ne sait qui va gagner. En fait, c'est ces deux prophéties qui avancent sur le côté, et ça va être la prophétie, donc soit la prophétie du bien avec Belgarion, Belgaras, etc., qui arrive à son terme, ou est-ce que c'est la prophétie de Thorak, donc le seigneur un peu des ténèbres, un peu de tout ça. Et les deux prophéties vont avancer de pair, et ça va être la prophétie qui va arriver à son terme le plus vite possible, qui va tout simplement gagner. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, les choses les plus importantes qu'il y a. C'est toute l'histoire de savoir quelle prophétie va avoir le dessus sur l'autre. Voilà. Et ce qui est, je trouve, très très important, très intéressant aussi, c'est comment est gérée la magie. Alors, euh, je crois, alors que je me dise pas, oui, c'est de la fantaisie, hein, c'est de la fantaisie ouais, c'est ça. C'est de la fantaisie, donc il y a tous les codes de la fantaisie, hein, donc les royaumes un peu moyenâgeux, la, la prophétie, les sorciers, etc. Mais là où je trouve que David Edding a très bien fait son récit, c'est au niveau de la magie. Pour expliquer la magie, donc, dans le Ponant, donc dans les royaumes, enfin dans le continent du livre de la Belgariade, c'est
à chaque fois que la magie est utilisée, ça perturbe le cours de la vie. Euh, on va dire, c'est comme si la vie était une ligne. Imaginez que la vie est une ligne et dès que la vie est une ligne et dès que la magie est utilisée, ça perturbe cette ligne. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la sorcellerie doit être utilisée de manière euh, parcimonieuse et de manière très réfléchie pour pas tout déséquilibrer. Et ce qui est très intéressant donc, dans ce truc de la Belgariade, tout simplement, bah, c'est les sorciers existent, etc. Oui, mais c'est pas non plus de la magie abusée comme on peut voir dans certains livres de fantasy où on a l'impression que la sorcellerie est utilisée par... Si un sorcier est très puissant, il peut l'utiliser comme il veut, etc. Non, là vraiment, euh, c'est chaque sort doit être lancé par intelligence, enfin être intelligent dans son lancer de sort, etc. Et que même le plus petit des sorts peut tout simplement euh, provoquer un dérèglement de la vie. Et donc c'est très... Donc voilà, ça c'est le plus important. Et donc voilà, on va suivre ce personnage de Garion tout au long de sa quête, avec des personnes, des chevaliers qui vont l'entourer, chevaliers ou non. Et donc c'est toute la suite, jusqu'à l'accomplissement d'une des deux prophéties, de savoir jusqu'à la fin qui va gagner. Et donc, franchement, ça a été un. Je l'avais acheté, donc celui-là, de manière très. Sans vraiment me renseigner dessus avant, vraiment de manière achat classique comme ça. Mais franchement, je mets un point d'honneur là-dessus parce que c'est de la très bonne fantasy, très bien faite, très bien écrite et pas poussée au cliché que peut avoir la fantasy. Donc si la fantasy vous intéresse et que vous êtes collecteur et que ça vous dérange pas de lire des pavés comme ça, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu et que j'ai eu plaisir à suivre et à suivre tous ces personnages. Ouais, j'ai même eu un petit pincement au cœur quand j'ai fini le deuxième tome, ce qui est assez rare dans les livres que je lis, de sentir, quand c'est la fin, de sentir ça. Donc c'est vraiment très bien écrit. Donc je conseille si vous aimez ce genre de choses. Voilà. Et donc, alors pour les prochains, je ne sais pas du tout comment va se passer les prochains retours. Là, je suis actuellement en train de lire le deuxième tome de La Voix des Rois, que je vous avais fait le retour il y a quelques mois déjà, et d'autres livres que j'ai un peu plus personnels, et donc je sais pas. Donc je ne sais pas quand va être le retour, mais comme d'habitude, on va voir, je vais voir avec le temps. Bon, bah sur ce, merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.